démarche de valorisation et de partage des connaissances au plus grand nombre, nous ouvrons une nouvelle collection de vidéos d'interviews de chercheurs et de chercheuses. La vidéo que nous venons de tourner revient sur un certain nombre de représentations, de stéréotypes, d'idées préconçues sur le handicap. Y a-t-il de plus en plus de personnes handicapées en France? Est-ce que le handicap touche tout le monde de manière indifférenciée? Comment l'école, puis l'entreprise, peuvent-elles permettre l'inclusion effective des personnes en situation de handicap? Je suis Estelle Laurent, doctorante en sociologie et co-responsable du pôle ressources de l'association Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Et pour essayer de répondre à toutes ces questions, nous sommes allés à la rencontre d'Hugo Dupont, maître de conférences en sociologie et chercheur dans le groupe de recherche sociologique sur les sociétés contemporaines. Nous l'avons interviewé dans les locaux de la Maison des sciences humaines et sociales de l'Université de Poitiers, à l'occasion de la parution du livre « Idées reçues sur le handicap », coordonné avec Étienne Douat et Stéphane Vaquero. Pour compléter la vidéo de l'entretien, nous avons réalisé un dossier composé de différentes ressources sur la thématique. Dans ce dossier, nous proposons un dictionnaire et un glossaire, des sigles qui sont utilisés dans la vidéo. Nous valorisons aussi les ouvrages cités par Hugo Dupont, ainsi que d'autres ressources pour aller plus loin. Vous trouverez ce dossier sur notre site internet et on vous mettra aussi le lien en description de la vidéo. Cette production fait également l'objet d'un podcast, si vous préférez l'écouter sur Spotify. Enfin, nous remercions l'Agence régionale de santé qui finance la réalisation de cette vidéo et de ce dossier. Merci Hugo Dupont de présenter votre travail aujourd'hui. Notre entretien se déroulera en 4 grandes parties. On abordera en premier lieu les idées reçues sur le handicap en général, avec quelques données de cadrage et des éléments de définition. Dans un second temps, nous parlerons du handicap invisible. La 3e partie traitera de l'inclusion à l'école. Et enfin, en dernière partie, nous aborderons la question des établissements spécialisés de type ESAT. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter dans les grandes lignes et nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre? Donc Hugo Dupont, je suis maître de conférences en sociologie à l'Université de Poitiers et je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant sur les enfants handicapés et les établissements spécialisés qui les accueillent. L'idée de ce livre a germé tout d'abord au sein du laboratoire, parce que notre laboratoire est un habitué de la collection Idées reçues au Cavalier Bleu, avec plusieurs titres, et donc avec 2 autres collègues du laboratoire, donc Stéphane Vaquero de l'Université de Limoges et Étienne Douat, collègue de l'Université de Poitiers, nous avons décidé de porter ce projet sur les idées reçues sur le handicap, pour la bonne et simple raison que c'est assez facile de se rendre compte que plein d'idées reçues et parfois contradictoires circulent sur le handicap, que même les définitions ne sont pas toujours les mêmes selon qui parle et d'où il parle. Donc ça semblait être utile de mettre un peu d'ordre, mais d'un point de vue académique, sur ce phénomène social qu'est le handicap. Alors pour commencer un petit peu sur donc le handicap en général, est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 idées reçues qu'on peut avoir sur le handicap? Alors déjà, le handicap, c'est compliqué en soi-même à définir, tout simplement parce que premièrement, cette notion est extrêmement récente à l'échelle de l'histoire, puisque en France, on peut dire que les travailleurs sont handicapés depuis 1957, les enfants depuis 1975, donc on voit que c'est quand même assez récent, ça n'a même pas un siècle, et pourtant on a l'impression que c'est une notion universelle, qui a toujours existé, évidente, le handicap, tout le monde croit savoir ce que c'est, etc. Et la deuxième chose, c'est que c'est une notion qui a changé de définition depuis qu'elle est apparue. C'est-à-dire que avant les années 80, 90, le handicap, c'est une notion médicale. C'est médicalo-centré, ce qu'on appelle une définition médicalo-centrée, parce que c'est la jambe en moins qui fait que vous êtes handicapé. C'est parce que vous êtes en fauteuil roulant que vous êtes handicapé. Donc c'est la déficience, ce qu'on appelait une déficience, quelque chose en moins, qui fait que vous êtes une personne handicapée. Et puis, petit à petit, par des luttes politiques et académiques, par une alliance entre des militants de la cause handicap et des travaux sociologiques notamment, mais pas que, aussi anthropologiques, aussi philosophiques, eh bien, la définition du handicap a évolué vers une définition qu'on va appeler environnementalo-centrée davantage, c'est-à-dire que
Donc c'est plus vous qui êtes handicapé parce que vous êtes en fauteuil roulant. Ce qui fait que vous êtes handicapé, certes vous êtes en fauteuil roulant, mais c'est l'escalier qui fait de vous une personne handicapée. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui n'a pas pris en compte votre existence. Le fait que vous vous déplacez en fauteuil roulant, et c'est ça qui vous handicape. Donc déjà, ça c'est quand même un point assez important à retenir quand on essaie de parler de handicap, c'est quelle est la définition à partir de laquelle la personne qui parle de handicap, quelle est la définition qu'elle a retenue. Et on peut s'apercevoir que encore aujourd'hui, on est dans un flou entre des politiques qui vont être davantage du côté de la compensation, donc une compensation de votre incapacité, de votre déficience, ou au contraire de l'accessibilisation de l'environnement pour que votre incapacité ou votre déficience ne vous pose aucun problème dans la participation à la vie et à la société. Donc ça, c'est un point déjà important à comprendre quand on parle de handicap. D'accord, très bien. Et vous utilisez l'expression personne handicapée. Est-ce qu'il y a une expression qui est, disons, favorisée, préconisée dans ce livre? Personne handicapée, personne en situation de handicap, porteuse de handicap, qu'est-ce que vous préconisez dans Alors, c'est un petit débat, c'est pas un grand débat, mais c'est un petit débat dans le milieu de la recherche. Effectivement, il y en a qui continuent d'utiliser personne handicapée parce qu'on ne voit pas vraiment toujours pourquoi on le changerait. C'est une personne qui a été handicapée. Alors après, handicapée, ça peut être par un fauteuil roulant ou par l'escalier, hein, ça dépend comment on le pense. Mais effectivement, aujourd'hui, on tend à vouloir davantage utiliser l'expression en situation de handicap, justement pour marquer le fait que le handicap est bien une situation dans laquelle est mise la personne, davantage que quelque chose qui lui est propre, qui est propre à son identité. Personne handicapée, c'est vrai que ça renvoie à une identité. Donc c'est une personne qui est handicapée avant tout, c'est son identité. Bon. Elle peut être en situation de handicap, c'est-à-dire malgré elle, et elle n'a peut-être pas envie que ça fasse partie de son identité, et au contraire, elle aimerait bien vivre comme tout le monde, sans ce stigmate précis, qu'il soit positif ou négatif sur sa participation, peu importe. Mais donc effectivement, là, il y a deux façons de voir les choses, mais moi, j'utilise encore personne handicapée, justement parce que je remarque qu'encore aujourd'hui, c'est un stigmate. C'est quelque chose qu'on leur impose. Et donc, si j'essaie de bien décrire l'expérience sociale des personnes, eh bien, force est de constater que ce sont des personnes handicapées. Alors peut-être malgré elles, peut-être qu'elles ne se définissent pas comme ça toujours, mais globalement, si on parle des personnes handicapées en général, j'ai tendance à continuer d'utiliser cette expression-là. Même si je comprends bien que situation de handicap ne nous pose aussi aucun problème. Et donc là, dans le livre, je ne sais pas si on a fait un choix, je pense qu'on a laissé les auteurs un peu libres d'utiliser l'expression qu'ils ont souhaitée. D'accord. Et pour être un petit peu dans une démarche de vulgarisation scientifique, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire stigmate? Alors, un stigmate, c'est un autre mot qui peut être utilisé, c'est étiquette aussi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous marque, que les autres vont voir et qui va vous définir. C'est comme ça que les autres vont vous définir. Donc un stigmate, c'est un signe distinctif qui fait que vous êtes à la fois une personne mais aussi handicapé. C'est-à-dire que de l'extérieur, vous allez être vu comme quelqu'un d'un peu différent. Et on doit le succès de ce mot en sociologie à un sociologue canadien qui s'appelle Erving Goffman, qui a écrit un livre qui s'appelle tout simplement Stigmate, et donc dont il nous dit que les personnes handicapées justement sont stigmatisées puisque dès qu'on essaie d'interagir avec elles, c'est-à-dire tout se passe dans l'interaction, eh bien nous sommes gênés justement par cette visibilité, par ce signe distinctif qu'elles, malgré elles souvent, portent et qui trouble l'interaction et qui fait qu'il y a une gêne et donc il y a une relation sociale différente qui se fait entre les valides et les personnes handicapées. Est-ce qu'on sait aujourd'hui en France combien il y a de personnes handicapées? Alors ça, c'est une question très 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 intéressante parce que si vous regardez les chiffres, c'est entre 6 millions et 18 millions. Donc le gap est très très important. Alors 6 millions, c'est le nombre de personnes reconnues effectivement, enfin qui ont accès à un droit particulier
parce qu'ils l'ont demandé auprès des maisons départementales des personnes handicapées, qui sont des administrations médico-administratives, précisément, et qui permettent, qui légitiment l'accès à des droits particuliers réservés aux personnes handicapées. Par exemple, le droit de se garer sur des places handicapées. C'est la MDPH qui décide, vous déposez un dossier, vous motivez votre demande, c'est administratif et médical, puisqu'à chaque fois il faut des certificats, qui vous octroie ce droit particulier. C'est pareil pour les enfants pour obtenir une aide humaine, pour obtenir un tiers-temps, c'est pareil pour les adultes pour obtenir une RQTH, donc une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et donc effectivement, il y a 6 millions de personnes qui ont obtenu de la part de cette administration un droit particulier. Mais quand on pose la question aux personnes, alors est-ce qu'elles sont handicapées? On a déjà un chiffre différent. Et si ensuite on ne leur pose pas la question frontalement, mais on dit est-ce que dans votre vie quotidienne vous êtes empêché de quelque chose en particulier, ça augmente encore. Et si on pose la question aussi, ça c'est d'autres enquêtes de victimisation, quand on veut travailler sur les discriminations, est-ce que vous êtes discriminé en raison de, alors on peut dire handicap frontalement, mais on peut dire aussi de particularités physiques, d'incapacité à vous déplacer dans l'espace, enfin, on peut comme ça multiplier les items, eh bien on peut atteindre 18 millions de personnes qui déclarent avoir un empêchement, se sentir discriminé, enfin peu importe. Alors tous ces chiffres-là, on les retrouve, je vous renvoie vers l'adresse qui fait un bon travail régulièrement et qui note cette difficulté d'avoir à chiffrer le nombre de personnes handicapées, donc je le répète, entre 6 millions et 18 millions, ce qui est absolument considérable. Et est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de personnes handicapées? Alors, le nombre de personnes reconnues comme telles par la MDPH, oui. C'est-à-dire qu'en 20 ans, pour vous donner un ordre de grandeur, je le fais grosso modo pour donner des ordres de grandeur, on est à peu près à x2. Donc on a doublé le nombre de RQTH en 20 ans, enfin 25 ans. On a triplé le nombre d'enfants reconnus handicapés à l'école dans cette même période, 20-25 ans. Donc oui, il y a de plus en plus de personnes qui sont reconnues handicapées. De là à dire qu'il y en a de plus en plus qui sont handicapés, c'est autre chose. D'une part pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire est-ce que la reconnaissance fait le handicap, suffit ou est nécessaire au handicap. Et d'autre part parce qu'il y a des catégories de personnes, on va citer un exemple emblématique, c'est dans le livre d'ailleurs, il y a un chapitre dédié à cette question-là, c'est la dyslexie, donc chez les enfants. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y avait des enfants dyslexiques à l'école, il y en a toujours eu. Seulement, ils n'étaient pas reconnus handicapés puisqu'ils n'avaient pas le droit particulier. Un enfant dyslexique, l'enseignant faisait avec et on essayait tant bien que mal de le faire entrer dans la lecture, dans l'écriture. Et l'enseignant essayait de s'adapter avec les moyens du bord pour le faire. Et puis, est arrivée notamment une loi, la dernière grande loi sur le handicap, qui est la loi de 2005, où on a fait rentrer les troubles des apprentissages dans le champ du handicap, et donc on a légitimé le fait que ces enfants aient droit à, par exemple, une aide humaine, donc une AESH, une aide aux enfants en situation de handicap, je crois que c'est ça. Et donc du coup, fatalement, les parents d'enfants dyslexiques se sont mis à demander ce droit-là au MDPH, et donc ils ont été reconnus comme des enfants handicapés, et donc ça c'est venu gonfler les chiffres, fatalement. Et ça, on peut multiplier les exemples avec le handicap psychique aussi a été pris en compte, les problèmes de santé mentaux, on sait bien que ça aussi c'est en augmentation, et ça ouvre des droits à une reconnaissance de handicap et à des droits particuliers. Donc tout ça fait que ça augmente. Ensuite, on peut quand même se demander, malgré ces raisons-là, parce que les raisons que j'ai données, déjà, elles posent un premier problème, c'est qu'elles renvoient à une définition toujours médicale du handicap. C'est-à-dire parce que l'enfant est dyslexique, il est handicapé. Donc vous voyez bien que ça renvoie à une ancienne définition, qui n'est pas celle
qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à avoir, c'est-à-dire quelque chose de plus environnemental, en disant que le problème, c'est pas la dyslexie, c'est l'école qui ne sait pas s'adapter à la dyslexie. Donc déjà, c'est un premier problème. Le deuxième problème que ça pose de résumer l'augmentation en ces termes, c'est que la loi a déjà 20 ans, et que si c'était vraiment que ça le problème, on aurait dû effectivement assister à un rattrapage pendant peut-être les 10 premières années, mais que là, ça y est, le rattrapage, il a eu lieu, quoi. Donc, de constater que ça continue d'augmenter, ça mérite quand même d'investiguer un peu plus sur les raisons pour lesquelles on a besoin d'handicapiser toujours plus d'enfants, que ce soit les familles qui recherchent le droit particulier, que ce soit les écoles, les enseignants qui demandent aux familles de demander une AESH parce que l'enseignant ne s'en sort plus dans le contexte tel qu'il est, dans lequel elle travaille, 30 élèves par classe, très peu de temps de concertation, enfin plein d'obstacles qui se posent à elle quand elle essaie d'adapter sa pratique à un élève en particulier. Donc on peut quand même se poser la question s'il n'y a pas autre chose que ces éléments-là. Et puis on peut aussi se poser la question de savoir si dans un monde où on dit qu'on se rend de plus en plus accessible, de plus en plus inclusif. Si on est de plus en plus accessible, si on est de plus en plus inclusif, ça veut dire qu'on retire de plus en plus les obstacles à la participation de personnes handicapées. Ça veut dire donc qu'il devrait y avoir de moins en moins de personnes qui fassent l'expérience d'une diminution de leur participation, d'un obstacle à leur participation pleine et entière à la société, à l'école, au travail. Donc on devrait avoir de moins en moins de personnes qui demandent leur reconnaissance de handicap auprès des maisons départementales des personnes handicapées. Donc comment ça se fait qu'on observe rigoureusement l'inverse? Il y a de plus en plus de personnes qui demandent ça. Alors qu'on dit que les entreprises sont de plus en plus inclusives, alors qu'on dit que l'école est de plus en plus inclusive. Voilà, ça c'est aussi une question posée par les différents chapitres du livre, sur l'école, sur l'entreprise. C'est est-ce que l'école est véritablement inclusive? Est-ce que l'entreprise est véritablement inclusive? Et on essaie de s'attaquer à ce paradoxe-là qui est difficilement résumable en quelques mots, mais qui est un véritable énigme, pour moi une véritable énigme sociologique. Et est-ce que ça ne peut pas être lié aussi au vieillissement de la population? Alors il y a cette question-là. Alors, le vieillissement de la population, c'est une raison qui me paraît intéressante, mais quand même à relativiser. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, vous êtes handicapé non pas parce que vous êtes reconnu comme tel, vous êtes handicapé officiellement auprès des maisons départementales des personnes handicapées, donc ces fameux 6 millions de personnes, parce que vous avez accès à un droit. Et notamment quand vous êtes adulte, le droit d'aménager votre poste de travail. Quand vous partez à la retraite, ce droit, il n'a plus lieu d'être. Donc en fait, il y a plein de personnes qui sont handicapées quasiment toute leur carrière, reconnues comme telles, RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui leur permet d'avoir un droit particulier quant à l'aménagement de leur emploi du temps, quant à l'aménagement de leur poste de travail, etc. Mais qui, une fois à la retraite, ce droit tombe et puis ils ne voient pas l'intérêt toujours forcément de le redemander. Donc en fait, on assiste après 60 ans, 65 ans à une chute du nombre de personnes handicapées. Et là, on rentre dans une autre catégorie. En France, c'est relativement cloisonné, même si c'est le même secteur qu'on appelle médico-social. On rentre dans une catégorie qui peut être celle de personnes dépendantes, donc personnes âgées, dépendantes, et c'est une autre catégorie qui n'est pas forcément comptabilisée dans les statistiques de personnes handicapées. Parce qu'on n'est plus dans la même catégorie de l'État et des aides auxquelles on a droit. D'accord. Et ensuite, parmi les personnes handicapées, est-ce qu'il y a des distinctions de classe, de genre à faire, ou est-ce que cette idée selon laquelle le handicap peut toucher tout le monde, elle est vraie? Non, elle n'est pas vraie. On observe très clairement que dans les milieux populaires, il y a beaucoup plus de personnes handicapées, déjà beaucoup plus d'enfants, parce que le handicap à l'enfance se fait beaucoup en rapport avec les normes scolaires. Or, en France, on est les champions de la reproduction sociale des inégalités scolaires, et donc des inégalités sociales in fine. Et on a tendance à beaucoup plus handicapiser les enfants de milieux populaires parce qu'ils sont beaucoup plus en difficulté scolaire. Et la médicalisation ou l'handicapisation de la difficulté scolaire est une véritable question sociologique également. Et ensuite, donc
ce stigmate, ce mot handicap poursuit, cette étiquette de handicap poursuit les enfants toute leur carrière scolaire, voire leur carrière professionnelle tout court. Et ensuite, il y a les personnes qui deviennent handicapées au cours de leur carrière aussi professionnelle. Et là, on sait bien que le handicap touche davantage, le handicap acquis touche davantage les personnes qui ont un travail qui use le corps. Et évidemment, ce n'est pas n'importe quelle classe sociale, n'importe quel niveau social qui ont ce type d'emploi. Plus on descend dans la hiérarchie professionnelle et plus on a ce type de problématique corporelle, d'usage du corps qui se pose. Ensuite, au niveau du genre, à peu près pour les mêmes raisons, on voit que c'est bien plus masculin que féminin. Déjà parce que les petits garçons sont beaucoup plus éloignés de la norme scolaire, quel qu'il soit, handicapé, pas handicapé, et quel que soit aussi le milieu social, à des proportions différentes. On voit que ce sont effectivement les garçons qui sont beaucoup plus punis, ce sont les garçons qui ont le plus de difficultés scolaires, et ça se voit encore plus évidemment chez les milieux populaires. Donc il y a beaucoup plus de petits garçons qui sont perçus comme handicapés que de petites filles à l'école. Et ensuite, les travaux d'ouvriers, de répétition de toujours les mêmes gestes, de porter des charges très lourdes, etc. Donc tous ces emplois-là touchent bien plus les hommes aussi que les femmes. Et donc on observe effectivement davantage de difficultés liées au corps chez les hommes que chez les femmes. À relativiser quand même dans le milieu professionnel pour deux raisons. La première, c'est que quand même il y a aussi beaucoup de femmes, je pense aux femmes de ménage, je pense aux aides-soignantes, je pense qui font aussi des gestes très... les caissières aussi, les troubles musculo-squelettiques sont importants. Donc à relativiser. Et d'autre part, parce que les hommes ont tendance à ne pas vouloir être reconnus comme étant incapables, en incapacité, davantage que les femmes. Donc on peut penser, c'est difficile à chiffrer, mais qu'il y a une sous-représentation dans les chiffres officiels, dans les statistiques, du nombre d'hommes réellement, potentiellement handicapés, en tout cas, qui sans doute feraient l'objet d'une reconnaissance de personnes handicapées si elles le demandaient. Alors on poursuit cette vidéo avec la deuxième partie sur les idées reçues sur le handicap invisible. Est-ce que vous pourriez nous en donner 2 ou 3 Aussi tout ce qui est maladies invalidantes, des maladies du système digestif, des maladies qui peuvent paralyser, mais momentanément, pas toujours, etc. Donc ce qui fait que ces personnes-là ne sont pas immédiatement identifiées par un stigmate précisément. Elles n'ont pas de stigmate apparent de leur handicap, et qui fait que c'est difficilement compréhensible pour les autres de s'apercevoir qu'elles ne peuvent pas faire tout ce qu'on attend d'une personne ordinaire quand on est dans l'interaction. Et par quel processus elles passent, ces personnes-là, pour se reconnaître ou être reconnues comme handicapées? Eh bien, le cheminement est peut-être plus délicat parce que, simplement, la première chose, c'est se définissent-elles elles-mêmes comme étant en situation de handicap, ayant elles-mêmes en tête que le handicap, c'est quelque chose qui se voit. Donc déjà, il faut un travail sur la définition de handicap qui s'impose à elles, et qui est déjà le fait, mais est-ce que je suis handicapé? Qu'est-ce que ça veut dire handicapé? Et selon la définition qu'on met au travail et qu'on retient donc in fine, le suis-je? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on n'a pas forcément envie d'être stigmatisé, c'est-à-dire d'avoir un stigmate malgré soi apparent. Or, quand on fait la reconnaissance et qu'on va dire à son employeur, j'ai le droit, j'ai fait la reconnaissance, donc j'ai le droit à un aménagement de travail, c'est aussi se dévoiler, c'est aussi prendre le risque d'être identifié à son handicap, comme je disais tout à l'heure, donc de devenir une personne handicapée de manière indissociable, et on n'a pas forcément envie de ça. Donc déjà, c'est aussi un cheminement d'acceptation du stigmate, donc de rendre visible quelque chose qu'on arrive à cacher, mais qui en même temps peut aussi, chez certaines personnes, libérer, c'est un bien grand mot, mais on sait que chez les personnes qui ont un handicap invisible, il y a tout un travail, pour utiliser une expression à la mode, une charge mentale qui leur est imposée par le fait qu'elles essaient
de le cacher tout le temps. Et qu'elles essaient de pas trop que ça se voit, de pas que ça gêne, etc. Donc c'est aussi un travail qui leur prend du temps, de la charge mentale, cognitive, qui fait que c'est lourd à porter en réalité. Et donc la reconnaissance négative dans le sens où du coup vous allez devenir handicapé, c'est-à-dire le stigmate va être apparent tout le temps et tout le monde, on risque de vous définir avant tout comme ça, et en même temps positif en disant on devrait ne plus avoir à expliquer, ce qui n'est en réalité pas le cas. C'est-à-dire on sait que chez beaucoup de travailleurs handicapés, il y a toujours cette charge de devoir expliquer à ses collègues pourquoi nous on ne fait pas tout à fait comme les autres, pourquoi on a un emploi du temps aménagé, pourquoi on est plus souvent en visio qu'eux. Des choses qui peuvent induire du sentiment d'injustice chez les collègues. Et qui fait que c'est pas toujours facile d'être bien vu, de faire partie d'une équipe à part entière, toujours devoir expliquer pourquoi on est un peu en décalage parfois. Est-ce que le dispositif de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, est-ce que ce dispositif-là, il permet du coup une inclusion pleine et entière des individus avec un handicap invisible dans le milieu du travail ordinaire ? Alors il permet une reconnaissance et donc de pouvoir exiger de son employeur qu'il adapte le poste de travail. Donc comme j'ai dit, ça peut passer par, certes, de l'adaptation matérielle, mais aussi effectivement adaptation du rythme, de l'emploi du temps, plus de visio, des choses comme ça. Donc il y a des choses quand même qui sont positives à cette reconnaissance. Mais cependant, ce qu'on observe quand on fait des enquêtes sur les travailleurs handicapés, c'est que il y a une surreprésentation des travailleurs handicapés dans le travail indépendant. Et pourquoi ? Quand on leur pose la question, quand on fait des enquêtes plus qualitatives cette fois, en fait ils disent que être handicapé, parce qu'on a un trouble, une maladie invalidante par exemple, c'est une double journée de travail. C'est-à-dire il y a sa journée de travail ordinaire, et puis il y a tous les rendez-vous médicaux, il y a un temps de transport qui peut être beaucoup plus long, bref, il y a tout un tas de contraintes qui s'imposent à la personne et qui fait que ça leur demande une organisation qui n'est pas toujours en adéquation avec les exigences d'un poste de travail dans une société où quand même le travail est de plus en plus porté sur la performance, sur la rapidité, sur l'adaptabilité, sur l'engagement du corps, sur l'engagement cognitif, ce que beaucoup de personnes handicapées ne peuvent pas fournir. Un engagement du corps, oui, mais irrégulier. Un engagement du corps, oui, mais pas 6 heures d'affilée, 7 heures d'affilée, 8 heures d'affilée. Peut-être qu'on va faire 3 heures plus 3 heures au lieu de faire 6 heures d'affilée. Bref, des choses qui ne sont pas tout à fait compatibles avec une société toujours plus productive, plus performante, telle qu'elle se définit. Et donc, on a affaire à des personnes qui disent, mais alors en étant travailleuse indépendante, je me précarise socialement, parce que évidemment les droits sociaux ne sont pas tout à fait les mêmes qu'un salarié, mais je peux gérer ma double journée, je peux gérer mon rythme comme je l'entends, et je peux ne pas avoir à expliquer ou à devoir être reconnu comme handicapé à part entière et devoir expliquer à mon employeur, aux équipes, etc., et à demander des aménagements. Je peux faire mon poste de travail, mon rythme. Donc on observe comme ça une surreprésentation chez des personnes handicapées, chez les travailleurs indépendants, ce qui, à mon avis, est un exemple intéressant et qui en dit long sur le fait que aujourd'hui le travail, pour toutes les raisons que j'ai essayé d'énoncer, a du mal à se rendre parfaitement inclusif. D'accord. Et donc à remettre en cause ces logiques de rentabilité, de productivité. De rythme, d'exigence de ses collaborateurs, de ses employés sur la mobilisation, concentration, des heures durant, une performance. Voilà. On va passer à la troisième partie de notre entretien sur les idées reçues sur l'inclusion à l'école. Donc on en a déjà un petit peu parlé en première partie, mais on va essayer de revenir dessus maintenant. Alors, quelles sont les limites actuelles de l'inclusion scolaire des enfants handicapés ? Et à quelles difficultés se heurte l'école en fait ? La première chose, c'est que pour devenir inclusive, une institution, elle doit faire plus que se corriger. Je pense qu'il faut qu'elle se transforme.
Or là, l'école, elle ne se transforme pas. Il y a toujours autant d'élèves par classe. Les programmes sont sur un rythme qui est toujours le même, avec des exigences qui sont assez importantes en France sur la teneur des programmes, alors que les enseignants les terminent très peu, mais ça c'est un autre problème. Donc un rythme imposé, un nombre d'élèves par classe imposé, et d'autres exigences imposées dans notre école qui reste quand même très descendante, magistrale, donc avec il faut rester concentré, pouvoir écouter 2 heures d'affilée, pouvoir se concentrer plusieurs heures pour rédiger des évaluations, des choses comme ça, et qui fait qu'effectivement, beaucoup d'élèves ne s'y retrouvent pas. Et de ce point de vue-là, elle ne se transforme pas. En revanche, on lui donne certains moyens pour s'adapter aux élèves. Mais ces élèves, pour avoir droit à ces adaptations, doivent d'abord dire « eh bien, j'y arrive pas dans l'état actuel des choses ». Donc d'abord, ils font l'expérience d'un obstacle à leur pleine participation scolaire, aux apprentissages, etc. Et seulement après, une fois qu'ils ont demandé qu'on soit reconnu le fait qu'ils font face à un obstacle, quand l'état est indépassable, on leur donne des moyens pour pouvoir sauter l'obstacle ou dévier l'obstacle. Donc c'est une reconnaissance toujours a posteriori, non pas a priori du handicap, c'est-à-dire que l'institution ne s'adapte pas à l'enfant dès qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son accès aux apprentissages, mais il faut d'abord réunir la famille et toute une équipe, demander à ce que la famille fasse un dossier auprès des maisons départementales des personnes handicapées, pour que celle-ci se prononce au bout de plusieurs mois, parce que c'est une administration engorgée, sur la légitimité ou non de la demande, et enfin qu'on accède à sa demande. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est intéressante, et l'école ne reçoit les moyens de s'adapter que en rapport avec le nombre d'enfants qui sont effectivement reconnus. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas des moyens a priori, distribuables selon les difficultés de certains élèves, mais son nombre d'AESH, par exemple, est déterminé par le nombre d'enfants qui ont effectivement une reconnaissance de la MDPH pour pouvoir avoir une AESH. Donc ça, c'est effectivement un point très important. Et ensuite, il y a effectivement ce dont je parlais tout à l'heure. Alors, vous avez un auteur, Stanislas Morel, qui a écrit un livre il y a maintenant une dizaine d'années, sur la médicalisation de l'échec scolaire, où effectivement on a tendance à trouver des raisons biologiques, médicales, cognitives, bref, objectives aux difficultés scolaires de certains enfants, sans se poser la question de savoir si dans les routines institutionnelles, les pratiques, les valeurs, les symboles usés par une institution telle que l'école, eh bien c'est pas ça qui met en difficulté certains élèves et qui pourrait, en l'adaptant, en la changeant, en la transformant, réduire le nombre d'échecs scolaires ou de difficultés scolaires. Donc de la même manière, on a tendance effectivement à handicapiser la difficulté scolaire, où un enfant qui lit mal en CE1, fin CE1, on va l'envoyer chez l'orthophoniste pour faire un bilan et sans doute il ressortira avec un certificat de dyslexie. Pareil pour les mathématiques, la dyscalculie, enfin toutes ces étiquettes médicales ou paramédicales qui ont tendance à être biologisées, puisque maintenant certains neuroscientifiques pensent avoir trouvé la zone du cerveau dans laquelle se joue la dyslexie, par exemple, mais qui sont quand même, et c'est troublant, très en rapport avec l'institution scolaire. C'est-à-dire que c'est parce qu'on apprend à lire à l'école et que certains n'arrivent pas à lire dans le temps qui est imparti par le rythme scolaire à la lecture, à l'apprentissage de la lecture. Il faut savoir lire en fin de CP, début CE1. Si vous ne savez pas lire au-delà, c'est anormal. Donc c'est quelque chose qui est imposé institutionnellement. Et c'est quand même troublant de voir comment on arrive à biologiser quelque chose qui est quand même imposé par une institution. Donc qui, pour le sociologue, est davantage construit socialement, construit institutionnellement. En tout cas, c'est une question importante qui se pose à ce niveau-là. Parce que ces enfants, en fait, ils sont plutôt issus des classes populaires, c'est ça ? En plus de ça, voilà, ce qui trouble le sociologue également, c'est que la dyslexie ne se distribue pas équitablement selon les milieux sociaux et selon les genres, comme on l'a dit tout à l'heure.
Donc c'est quand même assez troublant de se dire, tiens, c'est bizarre. Et puis cette inflation de nombre d'enfants dyslexiques, pardon, je parle beaucoup de la dyslexie, mais c'est un exemple. On pourrait parler des hyperactifs, on pourrait parler des HPI, on pourrait parler de plein d'autres troubles ou particularités ou singularités qui sont vraiment propres à l'institution scolaire. Mais effectivement, oui, c'est assez troublant de voir d'une part que ça augmente beaucoup et d'autre part que ça ne touche pas n'importe qui. Et par exemple, vous avez un auteur qui s'appelle Jean-Claude Croiset, qui est un chercheur en psychologie sociale, qui nous dit que si on apprenait à faire du vélo à l'école, c'est-à-dire s'il y avait un programme déterminé, avec un rythme, il faut d'abord savoir faire ça, puis ça, une décomposition pédagogique du geste, du fait de savoir faire du vélo. Si on disait ça s'apprend du début CM1 et ça doit être du début, je dis n'importe quoi parce qu'on apprend ça beaucoup plus jeune, du début grande section, et il faut qu'au mois d'avril de la grande section ce soit fait. Eh bien, il nous dit que très probablement il y aurait des dyslexiques. C'est-à-dire qu'on trouverait une bonne raison médicale ou paramédicale de dire que ces enfants ont un trouble de l'apprentissage du vélo. Et donc il y aurait une étiquette qui existerait, un diagnostic qui existerait qui serait dyscyclique. C'est une démonstration assez convaincante, pour être honnête, quand on la lit, et qui là encore jette le trouble sur le rapport entre l'école et le handicap, et de savoir pourquoi l'institution scolaire a besoin toujours plus d'handicapiser les enfants. Qu'est-ce qui fait que dans cette institution, sans doute parce qu'elle n'a pas les moyens de s'adapter aux difficultés scolaires, elle est toujours à la recherche de moyens supplémentaires, et ces moyens supplémentaires, ils ne sont obtenables que si on fait reconnaître l'enfant auprès de la MDPH. Donc on arrive à la quatrième partie de cette interview, et on va aborder maintenant la question des établissements spécialisés. Est-ce que vous pourriez déconstruire 2 ou 3 idées reçues sur ces établissements spécialisés? Alors déjà, les établissements spécialisés sont en pleine évolution, parce que pendant longtemps, ça a été le modèle d'accompagnement des personnes handicapées, ça a été l'établissement spécialisé, que ce soit pour adultes, avec les centres de reconversion professionnelle, avec les CAT, les centres d'aide par le travail, donc qui sont devenus les établissements et services de reconversion professionnelle, les établissements et services d'aide par le travail, donc ESRP et ESAT, ou que ce soit pour les enfants, où on accompagnait les enfants handicapés dans des IME, instituts médico-éducatifs pour les enfants avec des troubles cognitifs ou des déficiences intellectuelles, dans des ITEP, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques pour les enfants qui ont des troubles du comportement, les IEM, les instituts d'éducation motrice pour les enfants avec des troubles moteurs, et les IES, les instituts d'éducation sensorielle pour les enfants sourds ou malentendants ou aveugles et malvoyants. Donc pendant longtemps, ça a été le modèle d'accompagnement, l'établissement spécialisé. Et puis, à partir des années 70, c'est une façon de faire qui a été remise en cause timidement, puis de plus en plus, puis aujourd'hui de manière très affirmée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu tout un discours qui s'est développé sur le fait que c'était ségrégant. Donc ségrégation, c'est-à-dire on prend une population qui a une particularité et on la met à part, ce qui était le cas donc, puisque les enfants n'étaient pas scolarisés à l'école ordinaire, mais scolarisés au sein d'établissements spécialisés, que certains travailleurs handicapés n'étaient pas en entreprise ordinaire, mais au sein des ESAT, par exemple. Et donc cette critique, chemin faisant, c'est jamais en claquant des doigts que ça se fait sur plusieurs décennies. Eh bien, on arrive à l'idée que, en fait, la société doit être plus inclusive et que donc les enfants doivent être en priorité à l'école ordinaire, que les travailleurs doivent être en priorité dans les entreprises ordinaires. Donc ces établissements spécialisés ont été amenés un petit peu à évoluer pour être un mode d'accompagnement parmi d'autres et ne plus être le centre de gravité de l'institution du handicap. Et donc s'est développé tout un tas de services, tout un tas de dispositifs pour accompagner les personnes handicapées au sein des institutions ordinaires de socialisation, de travail, d'apprentissage, de formation, etc.
Donc c'est développer l'idée selon laquelle, en fait, toute cette critique se brode autour de l'idée selon laquelle l'établissement spécialisé est en soi mauvais. Il y a cette phrase de la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les personnes handicapées, qui est venue en France et qui a affirmé qu'il n'y avait pas de bons établissements spécialisés, c'est-à-dire qu'un établissement est en soi mauvais. Je lui dis, la critique, elle a d'abord été timide, mais là, ça y est, elle est bien véhémente. Et donc, le sociologue, qu'est-ce qu'il fait? Il interroge les évidences et il se dit, tiens, est-ce que vraiment les établissements spécialisés sont mauvais en eux-mêmes, c'est-à-dire donnent-ils de moins bons résultats scolaires pour les enfants qui sont scolarisés, une moins bonne insertion sociale une fois parvenus à l'âge adulte? Est-ce que vraiment c'est une ségrégation qui est totale et finalement l'enfant n'est jamais socialisé avec d'autres enfants en dehors du moment établissement spécialisé, etc., etc. Et donc il y a effectivement Étienne Doat qui a mené un très beau travail sur l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles à Paris, et qui, par un travail d'archives, a montré que la réponse, elle n'est pas si évidente que ça. Sur le niveau de qualification scolaire atteint des enfants ayant fréquenté l'INJA dans les années 70 et aujourd'hui, quand on compare, il n'est pas si évident que l'inclusion scolaire permet une meilleure qualification, permet un meilleur diplôme, permet une meilleure expérience aussi quotidienne, sociale du jeune aveugle dans l'école. Et il a pu observer aussi que ça n'a pas forcément... qu'il n'est pas si évident non plus que les jeunes aveugles devenus adultes soient mieux insérés socialement que leurs prédécesseurs des années 70-80. Donc c'était tout à fait intéressant d'avoir ce type de résultat qui n'existait pas, et donc qui nous a permis, avec Stéphane Vaquero et donc Étienne Doat, qui a pris le lead sur ce chapitre-là qu'on a écrit à trois, on s'est vraiment interrogé sur cette question, mais l'idée reçue selon laquelle l'établissement spécialisé est en soi une mauvaise chose, est en soi ségrégant, stigmatisant, bref, négatif, est-ce que c'est tout à fait vrai? Donc à partir du travail d'Étienne, on a essayé d'élargir avec mon travail sur les ITEP et les IME pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus général. Alors, qui entre dans ce type d'établissement? Est-ce qu'on a des données un peu, des caractéristiques sociales sur ces personnes-là? Alors, très clairement, entrent dans ces établissements, sont surreprésentés dans ces établissements des enfants issus de milieux plus populaires. Voilà, à déficience équivalente, à difficulté face aux normes scolaires équivalentes, on va avoir une surreprésentation des classes moyennes en ULIS, par exemple, donc l'unité localisée d'inclusion scolaire, qui sont donc des classes, alors je ne devrais pas dire ça, mais je simplifie, des classes spécialisées au sein de l'école ordinaire. Donc là, les enfants restent à l'école ordinaire, même si ils ont des temps en dehors de leur classe pour être dans cette ULIS, dans ce dispositif. On voit qu'il y a une surreprésentation de classes moyennes, et à l'inverse, dans les établissements spécialisés, donc vraiment établissements spécialisés dans lesquels on peut, c'est pas une obligation, c'est souple, mais être à l'internat 5 jours sur 7 et scolarisé entièrement dans ces établissements, il y a une surreprésentation des milieux populaires. Et avec l'exemple type, c'est l'ITEP, trouble du comportement, où il n'y a que des enfants de milieux populaires, il faut le dire, pour éviter d'être qu'on me dise que je ne suis pas assez précis, je vais dire 95%. Voilà. Donc on a une quasi-unanimité de milieux populaires. Donc effectivement, ça aussi, ça interroge le sociologue de savoir, et ça nous invite à mettre un petit peu le doigt dans cette boîte noire qu'est l'orientation, qui est la décision d'orientation au sein des maisons départementales des personnes handicapées, c'est-à-dire à quel moment cette inflexion se fait sur le milieu social. Sachant qu'évidemment, si vous interrogez individuellement chacune des personnes co-responsables, mais il y en a beaucoup, de cette orientation, à chaque étape, personne ne vous dira, et chacun est insoupçonnable de faire de la ségrégation sociale. Mais in fine, c'est ça le résultat. Donc ça nous amène effectivement à regarder un petit peu les rouages de cette orientation,
pour nous interroger. D'accord. Une fois qu'on est dans les établissements spécialisés, et plus précisément liés au travail, comme les ESAT, est-ce qu'on y reste longtemps? Est-ce qu'on y fait carrière? Ou est-ce que c'est un tremplin vers le travail ordinaire? Récemment, on y faisait entièrement carrière, et je dirais même qu'on faisait carrière dans les établissements spécialisés, mais depuis tout petit. C'est-à-dire que la trajectoire idéale typique pour un enfant avec une déficience intellectuelle, c'était donc l'Institut médico-éducatif jusqu'à 14 ou 16 ans. Ensuite, l'Institut médico-professionnel, donc l'IM Pro, jusqu'à 18, 20, voire 21 ans. Et ensuite, on rentrait à l'ESAT. Voilà, et on y faisait carrière. Donc ça, c'était une trajectoire idéale typique. Et c'est quelque chose que le législateur a voulu casser en disant non, il faut que les enfants aillent plus à l'école et il faut que les adultes puissent s'inclure dans une entreprise ordinaire. Donc effectivement, on a voulu faire des ESAT un tremplin vers l'ordinaire. Bon, le chapitre qui est dédié à cette question-là, qui est écrit par Mathéa Boudinet, montre bien que en fait, ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il existe, il y a bien quelque chose qui s'est passé dans une frontière plus poreuse entre ordinaire et spécialisé, mais quand l'ouvrier des ESAT parvient à passer la frontière et aller en milieu ordinaire, c'est toujours avec un travailleur social qui l'accompagne, et ça se transforme très peu en contrat vraiment ordinaire, sans accompagnement, et qui fera de lui donc un travailleur ordinaire. En fait, ça ne marche pas vraiment. Il y a très peu d'exemples. Et d'autre part, ça a un autre effet qu'on pourrait qualifier de pervers, mais c'est que du coup, dans les ESAT, pour répondre à l'injonction d'amener ces travailleurs à aller dans le milieu ordinaire, on transforme la façon de faire à l'intérieur de l'établissement spécialisé, c'est-à-dire qu'on va essayer de coller davantage aux exigences du marché du travail ordinaire, de l'entreprise ordinaire. Donc on va avoir tendance à exiger un peu plus, à leur dire le rythme, on ne va pas l'adapter entièrement, il va falloir que tu t'y fasses. C'est-à-dire finalement l'inverse de ce qu'il faudrait faire dans une société inclusive. Je rappelle, c'est à l'environnement de s'adapter à l'individu et non pas l'inverse. Là, on a tendance à vouloir adapter un petit peu l'individu à ce qu'il attend dans le milieu ordinaire. Donc, est-ce que c'est vraiment le sens qu'on veut donner à l'entreprise inclusive, la société inclusive? Je ne suis pas sûr. Donc, c'est intéressant de voir les effets en fait, qu'ont des législations de bonnes intentions, c'est-à-dire éviter la ségrégation, éviter les trajectoires toutes tracées dès la naissance ou dès l'enfance, mais qui finalement peuvent aussi se retourner dans une stigmatisation au sein de l'entreprise et ensuite des effets un petit peu pervers au sein de l'établissement lui-même qui cherche à coller à une norme alors même que les ouvriers et les personnes qu'elle accompagne sont réputés ne pas pouvoir adhérer à cette norme. Donc c'est assez compliqué. Et puis il y a un autre aspect aussi, il me semble, c'est que dans ces établissements-là, les personnes handicapées, elles ne sont pas payées comme les travailleurs ordinaires. Non, c'est pas un contrat de travail ordinaire. Je ne sais plus comment on appelle ça, une indemnité. Je ne sais pas si c'est une indemnité, mais en tout cas, elles ont une rémunération, et qui n'est pas un salaire, qui n'est pas le SMIC, et qui est cumulable avec d'autres prestations du handicap. Voilà, comme une allocation adulte handicapé, par exemple. Mais qui, effectivement, ne suffit pas à dire que c'est un véritable salaire, bien sûr. Donc ça, c'est aussi une question que très souvent est posée au niveau syndical, et par des personnes handicapées elles-mêmes qui disent « mais attendez, on travaille, donc on a le droit à un contrat, on a le droit à une protection sociale, on a le droit, et donc on a le droit aussi au SMIC. Et on a le droit à cotiser, et on a le droit, etc. » Ce qui est un peu plus compliqué dans ce cadre-là, puisque ce n'est pas un véritable salaire, et il n'y a pas à proprement parler un contrat de travail. Pour finir sur la question des établissements spécialisés, je voudrais parler d'un concept qui nous est un petit peu cher à la promotion santé, quand même Nouvelle-Aquitaine, mais même tous les promotions santé en France, c'est celui d'autodétermination.
Est-ce que cette autodétermination, elle est effective dans ce type d'établissement? Alors déjà, l'autodétermination, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de choisir un projet de vie, un mode de vie qui nous est propre, individuel. Où est-ce qu'on veut loger, avec qui on veut vivre, est-ce qu'on veut fonder une famille, quel type de projet professionnel on a, quel type de projet personnel aussi on a. Et à partir de là, de déterminer si on a des besoins d'accompagnement et ensuite de déterminer quel type d'accompagnement on veut bien, j'allais dire subir, mais c'est pas le mot, quel type d'accompagnement on a besoin. Donc est-ce que c'est établissement spécialisé, est-ce que c'est un service, est-ce que c'est un dispositif quelconque? Aujourd'hui, il y a une palette de possibilités d'accompagnement qui soit humain, qui soit numérique, qui soit matériel, et dans tous les domaines. On peut être accompagné dans le domaine du sport, dans le domaine professionnel, dans le domaine quotidien, personnel, au sein de son foyer. Donc c'est vraiment l'idée que je choisis mon projet de vie, et à partir de là, je choisis les types d'accompagnement dont j'ai besoin pour mener à bien mon projet de vie. Et est-ce que ces projets de vie sont du coup respectés dans ces établissements-là? Alors déjà, le problème, c'est de savoir qui définit le projet de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les dossiers déposés à la maison départementale des personnes handicapées contiennent une partie où il y a écrit projet de vie, qui devrait être écrit par la personne qui dit ce qu'elle veut. Effectivement, dans le domaine intime, dans le domaine quotidien, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la formation, ou que sais-je, du sport, peu importe. La question est de savoir déjà s'il n'y a pas eu un travail préalable à l'écriture de ce projet de vie, c'est-à-dire si déjà il n'y a pas eu une sélection de ce qui est réalisable. C'est-à-dire est-ce qu'on va laisser un enfant déficient intellectuel dire qu'il veut être pilote de ligne? Pourquoi pas? Si vraiment c'est lui qui l'écrivait, sans doute on les trouverait, or on ne trouve jamais ça. Et effectivement, on s'aperçoit quand on met un petit peu le nez dans la façon dont les personnes handicapées sont orientées, qu'il y a un travail de la demande, il y a un travail sur le projet de vie pour que ce soit le plus réaliste possible, selon des critères propres aux travailleurs sociaux. Mais je ne leur jette pas la pierre, on peut tout à fait les comprendre. Eux aussi, ils font face à des injonctions, il faut aussi que les accompagnements se passent bien, il faut éviter les échecs, enfin bon, il y a tout un tas de choses qui font qu'ils pratiquent ainsi. Et donc l'autodétermination, effectivement, elle est dans ce cadre-là assez relative. Et ensuite, au sein d'un établissement spécialisé, l'autodétermination du quotidien, elle est sans doute relative parce que l'emploi du temps est déterminé par le haut, parce qu'il y a des obligations, des routines institutionnelles qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut n'importe quand on est au sein d'un établissement. Et que sans doute, il y a des contraintes qui s'imposent à nous et qui fait que notre capacité d'autodétermination est relativisée. Merci beaucoup. Cette vidéo a été réalisée par le pôle ressources de promotion santé Nouvelle-Aquitaine et financée par l'Agence régionale de santé. Nous remercions chaleureusement Hugo Dupont, chercheur au Bresco, d'avoir présenté son travail dans cette vidéo. Nous remercions également la MSHS de Poitiers de nous avoir accueillis. Cette interview a été travaillée par l'INSEE Cadeau, Valentine Métier, Mélanie Robin et Julien Trameau. Nous avons également sollicité plusieurs de nos partenaires associatifs et institutionnels pour recueillir leurs questions sur la thématique et on a essayé de les intégrer le plus possible. Nous souhaitons les remercier pour leurs précieuses contributions. Je rappelle qu'en complément de cette vidéo, nous avons produit un dossier composé de différentes ressources sur la thématique. Vous le trouverez sur notre site internet et en description de la vidéo. Cette production fait également l'objet d'un podcast si vous souhaitez la réécouter sur Spotify. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt.